avons et pour nous le plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, toute initiative de suspension d'un mandataire public sera désormais conditionnée à l'approbation préalable du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'a annoncé lors de sa communication à la 39e réunion du Conseil des ministres. Leur quotidien avait basculé en quelques minutes, emporté par les flammes lors d'un incendie dévastateur au Beach Ngobila. Une centaine de femmes viennent de bénéficier d'un appui en capital de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. À vous qui nous rejoignez, merci de suivre ce journal. Le chef de l'État a présidé hier la 39e réunion du Conseil des ministres. La suspension d'un mandataire public fera désormais l'objet d'une approbation préalable du chef de l'État. Cette annonce, il l'a dit hier et c'était l'un des sujets évoqués. Suivons l'extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la problématique de suspension des mandataires publics. Le président de la République est revenu sur le constat des tensions concernant la gestion des actions disciplinaires à l'égard des mandataires publics, tant au sein des entreprises du portefeuille que des établissements publics de l'État, en vue de garantir le fonctionnement harmonieux et de préserver la paix sociale. Le président de la République, sans préjudice des textes légaux et réglementaires, a décidé que toute initiative de suspension d'un mandataire public par sa tutelle lui soit désormais systématiquement communiquée pour approbation préalable et expresse. La première ministre informée. Cette mesure vise à assurer que toutes les décisions soient prises en toute transparence et conformément aux règles en vigueur. Tous les cas de suspension litigieux et ceux contestés en cours doivent lui être communiqués dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le président de la République a engagé la première ministre à organiser régulièrement, avec le concours de son cabinet et du ministre du portefeuille, des sessions de formation à l'attention des responsables tant des entreprises et établissements publics que de la tutelle sur les procédures disciplinaires afin d'éviter les abus et de garantir les droits et les obligations des uns et des autres. Et puis, en nouvelle, les relations entre la République du Sénégal et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu aujourd'hui samedi à la Cité de l'Union africaine l'émissaire du président sénégalais, porteur d'un message de fraternité et de coopération entre Dakar et Kinshasa. Les détails dans nos prochaines éditions. Dans un contexte marqué par la guerre d'agression dans l'Est du pays, l'Assemblée nationale a présenté hier en plénière son rapport de gestion financière pour l'exercice 2024, un exercice de redevabilité conduit par la questeur Chimène Polipoli. Annie Balaka.
À la Chambre basse du Parlement, parmi les points à l'ordre du jour retenus lors de la séance plénière du vendredi 11 avril 2025, figurait la présentation du rapport de gestion financière de cette deuxième institution du pays pour l'année 2024. Présentant ce rapport aux élus nationaux, la questeur Chimène Polypoli a rappelé que cet exercice de redevabilité se déroule dans un contexte particulier, marqué notamment par des contraintes budgétaires consécutives à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs du M23. La loi de finances pour l'exercice 2024, telle que votée promulguée, n'a consacré à notre Chambre qu'une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% de besoins véritablement exprimés. Sur cette enveloppe accordée de 782,6 milliards de francs congolais, seulement 718,1 milliards de francs congolais ont été effectivement décaissés par le Trésor public. Réduisons le taux de couverture de besoins réels de l'Assemblée nationale à seulement 55,39%, sans compter l'incidence de taux de change. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué cette démarche. Il parlait d'un sens élevé de devoir et un attachement ferme au principe de redevabilité et de transparence. Malgré ces contraintes à la fois sécuritaires, budgétaires, politiques et sociales, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige le professeur Vital Kamerhe a cependant fait preuve d'ingéniosité et de rigueur dans la gestion des ressources mises à sa disposition, dont les déficits par rapport aux besoins réels a imposé des arbitrages. 4500 personnes sinistrées des dernières pluies diluviennes sont logées au stade des Martyrs. De passage à ce site, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a fait évacuer des cas graves vers des hôpitaux pour des soins médicaux appropriés. Robert Ndaye. Aussitôt informé de la situation sanitaire préoccupante au site des stades de Martyrs, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a effectué une visite pour évaluer la prise en charge des sinistrés et l'évacuation des cas graves vers les hôpitaux de la capitale. Les équipes médicales sont mobilisées pour fournir des soins appropriés. Dr Samuel Roger Kamba a exprimé sa préoccupation pour le bien-être des sinistrés et a salué le dévouement des professionnels de santé qui travaillent jour et nuit pour des soins de qualité. Un tour des sites qui a permis au patron de la santé de rencontrer des patients et des familles, s'assurant que les besoins fondamentaux tels que l'eau, la nourriture, médicaments sont servis suivant les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup sont heureusement en santé correcte, mais la promiscuité nous fait craindre quand même qu'il arrive des maladies qu'on doit absolument prévenir. Et la chose qui est très importante ici, ce sont les latrines, les toilettes. Et donc, je suis en train d'instruire mes services pour qu'on ait le maximum de toilettes ici. La deuxième chose, c'est les médicaments. Il y a des médicaments, mais il y a des cas spécifiques. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques pour lesquelles on doit les prendre en charge. En ce qui concerne l'alimentation et l'eau, ben, ils ont tout ce qu'il faut. Les matelas, ils ont tout ce qu'il faut, sauf que l'espace est assez contigu. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut déplacer certaines personnes pour qu'elles puissent dormir dans des conditions meilleures. À ce jour, plus de 4500 personnes sont logées au stade des Martyrs, réduisant la capacité d'accueil. Le ministre de la Santé publique a proposé d'autres mesures pour éviter les maladies. Il reste encore beaucoup à faire. Roger Kamba a promis de continuer à suivre la situation de près. Et ces inondations survenues dans la capitale n'ont pas laissé indifférents certains compatriotes qui viennent à la rescousse de ces sinistrés. Angèle Mabiala pour d'autres détails. Une délégation de cette organisation a effectué une descente dans la commune de Matete au quartier de Bonhomme. L'ambassadrice nationale du tourisme Véronique Kachala, qui a grandi dans ces quartiers, n'est pas restée indifférente face aux désastres causés par des pluies diluviennes. Ceci dans le but de venir en aide aux sinistrés dépourvus de tout. Dans sa jubessière, l'équipe conduite par Véronique Kachala, on a enregistré des vivres et non-vivres constitués de matelas, du lait, du sucre, du savon, de spaghettis, des poulets, de poissons chinchards et autres. Une enveloppe consistante a également été remise aux familles de sinistrés. Deuxième étape de sa tournée de réconfort, le quartier limité Salongo. Là encore, la délégation n'est pas allée main bredouille. Les sinistrés ont retrouvé un peu de sourire grâce à cet acte de générosité. Elle a donc lancé un appel aux femmes et aux hommes épris de bonne volonté de venir à la rescousse de ses compatriotes.
Je lance l'appel à beaucoup de gens qui peuvent vraiment apporter un plus. Si nous avons des habits à la maison qu'on ne porte pas, il y a les gens qui en ont besoin. Si nous avons des chaussures, le matelas qu'on n'utilise pas, en tout cas les gens en ont besoin. Le matelas coûte, je ne sais pas, 60 000 francs ou bien 65 000 francs. Même si on achète 10 matelas, pour ces gens qui sont ici, il y a les autres qui sont déjà, on les a pris à l'abri, mais il y a les autres qui sont restés ici. Les bénéficiaires ont réagi. Cette visite a permis à cette délégation de s'imprégner de réalités sur le terrain. Un incendie avait ravagé le dimanche dernier les dépôts de vente de pagnes wax au Bichingobila. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a tendu la main à une centaine de femmes. Un appui en capitale leur a été remis. Edith Chala, Neisha Kayala ont signé ce reportage. Elles ont tout perdu dans l'incendie du Bichingobila. Leur dépôt d'épargne parti en fumée et avec eux des années d'efforts et de sacrifices. Face à cette détresse, la première dame de la République démocratique du Congo n'a pas tardé à réagir. À travers la fondation qui porte son nom, Denise Nyakeru Tshisekedi a remis, quelques jours seulement après le sinistre, un fonds de relance à une centaine de femmes commerçantes du Bichingobila. Question de leur permettre de reprendre rapidement leurs activités et de retrouver leur autonomie économique. Dans les regards, la reconnaissance, dans les voix, un soulagement immense. Ces femmes, hier encore désespérées, retrouvent aujourd'hui la force de rêver à nouveau. Un geste fort, fidèle à la vision plus forte qui prouve une fois de plus l'engagement de la First Lady, Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers sa fondation à militer pour l'autonomisation des femmes congolaises. Le ministre de la Communication et Médias a conféré avec les auditeurs du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Patrick Mouyaya a longuement parlé de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Gaëtan Magalano. Je parle à des auditeurs, à des gens qui, depuis plusieurs semaines, on leur parle des sécurités. Sachez que la communication, c'est comme la sécurité. Connaissance de médias et communication de crise, thématique au centre de la pédagogie de ce samedi du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, au CESD de Kinshasa. Parce que la guerre, c'est aussi la guerre du narratif. Parce que nous sommes dans une guerre hybride. Parce que la guerre s'est faite partout, y compris sur les réseaux sociaux. Alors ça veut dire que vous avez un rôle à jouer. Devant une centaine d'auditeurs de deux promotions différentes, Patrick Mouyaya a pris la parole tout en insistant que la communication est comme la sécurité, ce qui sous-entend que le respect de consignes revêtant un caractère obligatoire pour atteindre le résultat escompté. Le porte-parole du gouvernement des Congolais a précisé que les enjeux de la guerre dans l'est de la RDC sont connus. Il s'agit de l'expansion territoriale, le repeuplement, le contrôle et pillage de ressources, l'extension de la sphère d'influence et la survie politico-économique du Rwanda. Aujourd'hui, les statistiques publiées par les Rwandais eux-mêmes vous démontrent comment, eux, ils vivent de l'or, mais qu'ils n'ont pas dans leur sous-sol. Alors maintenant, ils s'amusent à faire de petites visites guidées sur des petites mines, entre guillemets, mais quelle qu'en soit la taille, quelle qu'en soit la nature, ça ne reflète en rien la production que le Rwanda déclare, notamment sur les 3T. Pour le ministre Patrick Mouyaya, la RDC fait face à une guerre hybride où le régime de Kigali s'active à distiller quotidiennement le poison rwandais à travers les discours de haine et l'abandon de réfugiés congolais au Rwanda. Il invite les auditeurs du CESD à faire confiance aux médias publics, la RTNC et la CP, ainsi que quelques privés qui se distinguent journalièrement. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser que la défense du pays n'est qu'une affaire des militaires. N'est qu'une affaire, ce n'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi. Donc tous les Congolais indistinctement sont touchés. Lors de la série de questions et réponses, Patrick Mouyaya a souligné que le Rwanda est en perte de vitesse avec le multiples sorties médiatiques incontrôlées de son président Paul Kagame, ponctuées de propos discourtois, en énumérant les différents fronts engagés par la RDC pour lutter contre l'agression
rwandaise. Il invite les auditeurs à se mobiliser également pour apporter de bonnes idées au gouvernement et particulièrement au FARDC. Des tonnes de maïs remis à l'Académie militaire de Kananga au Kasaï central, un don du député national Thierry Moulumba destiné aux élèves officiers dans le cadre de l'effort de guerre. Reportage. C'est jeudi 10 avril 2025, l'Académie militaire de Kananga a reçu un important don des 400 sacs de maïs, soit 20 tonnes. Ces dons provient du Centre d'encadrement et d'aide aux initiatives des développements, CEDED en sigle, et est destiné aux nouveaux élèves officiers de cette prestigieuse institution. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de l'effort de guerre lancé par les présidents de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en réponse à l'agression injuste qu'est subie notre pays, la République démocratique du Congo, de la part du Rwanda, sous couvert du M23. Madame Jenny Feza, coordinatrice nationale de CEDED, s'est exprimée au nom de la présidente de l'organisation, Madame Onej Ntselemimpa. Elle a réaffirmé l'engagement de CEDED à œuvrer pour le bien-être des populations, notamment à travers des actions concrètes sur le terrain. Ce geste s'inscrit dans notre engagement continu à contribuer au développement des secteurs clés, notamment l'éducation et la sécurité pour un avenir meilleur et prospère. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution et de témoigner de notre solidarité envers ceux qui se sacrifient pour la défense et la sécurité de notre nation. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires, politiques et civiles. Le gouverneur de la province du Kasaï central a salué un geste fort et symbolique qui témoigne d'un véritable engagement citoyen. C'est le moment pour moi de remercier et de féliciter très sincèrement la fondation qui a pensé à remettre quelque chose à cette académie militaire. Il faut noter que cette action est le fruit d'un effort collectif, celui des femmes paysannes et des exploitants agricoles du territoire de Demba, mobilisés pendant plusieurs mois sous la coordination de leur présidente, Madame Onej Ntselemimpa. Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation séjourne à Béni. Sur place, Jean Desdieux Désiré Tanga a lancé officiellement 2 projets pilotes pour le relèvement communautaire du Nord Kivu. Peggy Mukunda. En séjour pour une mission de service à Béni dans la province du Nord Kivu, une délégation de la coordination nationale du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PRDRCS, conduite par le coordonnateur national Jean Desdieux Désiré Ntangatita, accompagné du coordonnateur principal de la section d'EDER de la MONUSCO, Ibrahim Khaled, est arrivée dans la région. Cette mission a pour objectif de lancer officiellement le projet Recette et Moudawa Amani 2, des initiatives de relèvement communautaire en appui à la stabilisation dans l'Est de la RDC, rencontrer les partenaires techniques et financiers du programme pour la mise en œuvre effective de ces projets, renforcer la collaboration avec les partenaires et discuter des défis ainsi que des opportunités sur le terrain. Aussitôt arrivé, le coordonnateur national du PRDRCS, Jean Désiré Ntangatita, a été reçu par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo, pour les civilités. On a convenu d'un certain nombre d'activités à réaliser, mais aussi définir une feuille de route pour la province, mais aussi territorialisée pour nos différentes antennes qui sont opérationnelles sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Le chef de l'État a mis en place ce programme pour donner une alternative à la violence. Il est temps que chacun de nous participe au développement et non à la violence. Le général-major Kakule Somo a saisi cette occasion pour partager des idées constructives et proposer des orientations stratégiques visant à contribuer au succès de cette mission dans sa province. Et puis, suivant cette déclaration des élus et notables de la Tchouapa qui expriment leur gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la désignation du ministre Guy Loando au présidium de l'Union sacrée. Les élus et notables de la Tchouapa
expriment leur profonde gratitude au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination de l'aire d'une fils du terroir, ministre d'État, Maître Guy Ndomboyo, au présidium de l'Union sacrée de la nation. Nous nous levons d'une seule voix, portée par une fierté collective, pour saluer la brillante désignation de Maître Guy Ndomboyo en qualité de membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Cette nomination, loin d'être un honneur personnel, est une victoire partagée par toute la province de la Chouapa. Elle symbolise la reconnaissance d'un fils dévoué, mais surtout l'émergence d'une Chouapa forte, unie et désormais pleinement inscrite dans la dynamique nationale de l'Union sacrée sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous exprimons notre solidarité indéfectible avec nos vaillants soldats de FARDC et les Wazalendo, engagés pour la reconquête des territoires injustement occupés par l'AFC M23 et l'armée rwandaise, et appelant la population de la Chouapa à maintenir la cohésion et la mobilisation nationale derrière eux. Nous renouvelons notre soutien sans faille à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes ces démarches visant le rétablissement de la paix et le recouvrement total de l'intégrité territoriale, gage d'un avenir prospère pour toute la nation. Les cafés juridiques sur le protocole de Maputo sur l'avortement se sont clôturés au tribunal de grande instance de Matete. Cet atelier de renforcement de capacité des acteurs juridiques était organisé par l'association des femmes magistrates de la RDC avec l'appui financier de l'AIPAD. Dada Chabani. Les acteurs judiciaires, à savoir les magistrats, les juges, les OPJ et les IPJ du ressort du tribunal des grandes instances de Matete, se sont appropriés du protocole de Maputo, une loi internationale ratifiée par la RDC et publiée au journal officiel qui protège les droits sexuels et reproductifs des femmes en mettant un focus sur l'avortement sécurisé. C'est pour permettre à ces acteurs de bien juger les cas des avortements dans les différentes juridictions en se référant non seulement au cadre juridique congolais, mais aussi au protocole de Maputo qui autorise l'avortement sécurisé pour préserver la santé physique et mentale de la femme et en cas de viol et d'inceste. À la clôture de cette formation, le président du tribunal de grande instance de Matete a salué cette initiative de l'association des femmes magistrats du Congo qui apporte une valeur ajoutée à l'administration de la justice et surtout à la promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes en RDC. C'est vraiment un grand plaisir pour nous que nous ayons eu cette occasion qui nous rappelle effectivement qu'en dehors des textes que nous avons au niveau local, nous devons de temps en temps nous référer aussi aux différentes conventions et dans le cas d'espèce, la convention sur le protocole de Maputo qui nous donne d'autres éléments complémentaires pour que nos instructions ou les décisions que nous sommes appelés à prendre soient des décisions réfléchies et des décisions fondées. Ce café juridique organisé par la FEMAC a bénéficié de l'appui financier de l'AIPAS RDC. Lancement des échanges par des parties prenantes ITI et RDC dont la divulgation des contrats miniers d'hydrocarbures et des concessions forestières. C'est pour améliorer la transparence dans les industries extractives, nous dit Rikinzuziloya Mayawel. Préparer un projet de texte portant politique de divulgation des contrats extractifs est l'une des résultantes des 2 jours d'échange des parties prenantes au secteur minier, forestier et des hydrocarbures avec la société civile et les délégués du gouvernement. Une organisation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITI RDC avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale. Dans la foulée, il a également été recommandé de compléter le registre pétrolier disponible en ligne sur les sites ITI RDC en y insérant des liens aux arrêtés ministériels portant prorogation des permis d'exploitation. C'est pour renforcer la gouvernance dans le secteur extractif
Surtout que la RDC, notre pays, lors de la récente évaluation, a fait une bonne note, précise le coordonnateur national Jean-Jacques Kayembe Moufouankol. Nous avons eu un score global de 85,5%. Le comité exécutif a décidé d'inscrire cette activité pour que nous puissions faire un état des lieux de ce qui est déjà réalisé dans le cadre de la divulgation des contrats. On veut qu'à la prochaine validation, que la RDC puisse démontrer qu'elle a maintenu le cap ou elle a fait de gros efforts pour améliorer la transparence dans le secteur de la divulgation des contrats. La deuxième validation est attendue pour le 1er janvier 2026 sur base de la norme 2023. Les défis entre autres à relever sont la mise sur pied d'un mécanisme de transmission automatique des contrats signés pour publication et autres mesures correctives à retenir. Il s'est tenu hier à Kinshasa un café juridique dans le secteur minier en RDC. Les opérateurs miniers, les mandataires et les différents services spécialisés ont débattu des procédures cadastrales et les délais légaux dans le secteur minier. D'autres détails dans ce reportage de Lucie Lavitisenda et Patrick Achala. Les textes légaux et réglementaires qui régissent le secteur minier, notamment le code minier et le règlement minier, doivent être respectés scrupuleusement. C'est ce qui justifie la tenue de ce café juridique organisé par le cadastre minier à l'intention des opérateurs miniers et des mandataires à miner des carrières ainsi que des avocats. Le directeur juridique du cadastre minier souligne ici l'importance de cette rencontre. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision portée par la direction générale du cadastre minier, une vision qui tend à consolider un dialogue permanent avec l'ensemble des parties prenantes du secteur minier congolais. Alors on voudrait échanger sur ces questions-là pour qu'ils comprennent l'importance de respecter les délais, puisque le non-respect des délais légaux engendre des conséquences, notamment lorsque vous n'avez pas maintenu votre droit minier ou de carrière dans un délai précis. Il y a des conséquences comme la déchéance, il y a des titres qui peuvent tomber du fait tout simplement parce que vous n'avez pas payé les droits superficiels pro rata temporis dans le délai des 30 jours. Le directeur général adjoint qui a au nom du directeur général empêché clôturer ses assises s'est dit satisfait de ces échanges. Je tiens à apprécier à juste titre l'initiative de pouvoir organiser ce café juridique et nous exhortons les uns les autres désormais d'observer scrupuleusement les textes légaux et réglementaires qui nous régissent et surtout appliquer. Les procédures cadastrales et les délais légaux doivent être donc respectés pour ne pas préjudicier les uns et les autres. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est arrivée ce samedi dans la ville de Lubumbashi dans le cadre du lancement du Front scientifique contre l'agression rwandaise. Elle a été reçue par le gouverneur de la ville du Haut-Katanga et le président de l'Assemblée provinciale. Les carnavals des fronts scientifiques contre l'agression rwandaise, conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU, est arrivée dans le Haut-Katanga. La communauté universitaire de cette ville et les cadres et combattants de l'IDPS se sont mobilisés pour réserver un accueil digne à ces membres du gouvernement souminois. De là, la professeure Marie-Thérèse Sombo s'est rendue tour à tour au gouvernorat et à l'Assemblée provinciale pour échanger avec les autorités provinciales sur l'objet de son itinérance dans l'espace Grand Katanga. Son agenda prévoit le lancement du front scientifique ce lundi à l'université de Lubumbashi pour une riposte contre l'envahisseur Paul Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. Pour Marie-Thérèse Sombo, la communauté universitaire reste le meilleur canal pour une mobilisation à l'éveil patriotique et à la cohésion nationale, comme l'éveille le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sera aussi question pour elle de réitérer les messages du garant de la nation à la jeunesse estudiantine de s'engager volontairement dans la formation paramilitaire pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale menacée par les Rwandais. Au siège de son parti IDPS de cette ville, la mobilisation était tous azimuts pour accueillir ces hauts cadres du parti. À cet effet, la dame de fer de l'IDPS a prêché l'unité et le respect de l'ordre établi
au parti pour soutenir la haute autorité des référents du parti dans ses efforts de ramener la paix dans la partie orientale du pays. Lancement ce samedi de l'atelier de validation technique de la politique des formations continues des enseignants. Le ministère de l'Éducation s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement au niveau primaire et secondaire. Anastasie Doubou. Depuis plus d'une décennie, la problématique de la formation continue des enseignants du secondaire en République démocratique du Congo n'a pas été abordée de manière systématique malgré les efforts fournis au niveau de l'inspection générale de l'enseignement et dans ses attributions, celle de former les enseignants par le biais des sénaphores. C'est ce qui ressort de cet atelier de validation technique du document de politique nationale de la formation continue des enseignants du secondaire lancé par le secrétaire général à l'éducation nationale accompagné de l'inspecteur général en enseignement dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, cheval de bataille de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. Tous ces experts se sont réunis pour réfléchir, pour consolider tout ce qu'il y a eu comme matière en rapport avec la politique nationale de la formation continue des enseignants et avec un focus sur les enseignants. Il va falloir doter le pays de ce document 4 qui doit accompagner la stratégie sectorielle de manière à ce que l'enseignant soit suffisamment outillé. À l'issue de cet atelier de 4 jours, les recommandations seront intégrées dans un document final qui connaîtra une autre étape de validation. Cette politique en cours prendra en compte comme priorité l'usage des numériques dans la pratique des classes, des unités pédagogiques et des réseaux d'écoles de proximité répondant aux besoins diversifiés des élèves. Que pense la jeunesse de l'UDPS face à l'agression rwandaise? Ce thème était au centre de la retraite politique organisée par la Ligue des jeunes de ce parti. Reportage. Face aux enjeux sécuritaires de l'ère, la Ligue des jeunes de l'UDPS dirigée par Amis Makutano bat les rappels des troupes pour réfléchir sur cette problématique qui menace la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Sous la présidence du secrétaire général Augustin Kabouya, jeunes militants, cadres, parlementaires, mandataires publics ont été conscientisés sur les rôles qu'ils doivent jouer dans ces contextes de l'insécurité créés par Paul Kagame et son armée dans l'est du pays. En avant-gardiste, l'honorable Augustin Kabouya est revenu sur son message du 30 octobre 2022 à Lubumbashi sur la place Moïse Tchombe. Aujourd'hui encore, nous apportons notre petite contribution pour que la jeunesse congolaise, dans son ensemble, en dehors de l'armée, elle doit intégrer aussi les services de renseignement et suivre aussi la formation au niveau d'immigration. C'est pour sécuriser nos frontières. Dans son mot, le président de la Ligue des jeunes, honorable Amis Makutano, a circonscrit les cadres de cette activité. Cette retraite politique de la jeunesse sera mémorable parce qu'elle a élargi le spectre des personnes sélectionnées pour analyser les enjeux sécuritaires de notre pays, des positionnements politiques, de la distribution de postes, de l'insertion des rebelles dans les FARDC ayant occasionné l'infiltration dans notre système de défense. C'est dans cette optique que plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour sensibiliser l'assistance sur l'éveil patriotique et la défense de la patrie. Tous étaient unanimes sur l'enrôlement des jeunes dans l'armée et dans les services de sécurité pour défendre la patrie mère. Couverture santé universelle dans son volet maternité gratuite, on enregistre des avancées significatives. Une conférence a été organisée par les experts de l'autorité de régulation et de contrôle sur ce vaste programme du chef de l'État. Explication de Renette Koulonga et Rodépanda. C'est dans la salle Père Henri de la Culture, dans la commune de la Gombe, que l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle vient d'organiser une journée de réflexion avec les thèmes « La femme au cœur de la couverture santé universelle », « Saut de l'engagement et de la promotion de la santé maternelle en RDC », a dévoilé le directeur général de l'autorité de régulation et contrôle ARCCSU,
Le directeur Hugues Fariala a parlé du système de santé qui est la couverture santé universelle officiellement lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il sera suivi par le Dr Polydor Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, qui a présenté le bien fondé de cette vision en déplorant la guerre injuste du côté de l'Est du pays. Les femmes et enfants sont premières victimes. Il a révélé le prochain paquet qui sera pour les militaires et les policiers. Il faut signaler que le ministre de la Santé publique a été représenté dans cette activité et du président du conseil d'administration de l'ARCCSU, le docteur Guilain Goy. Le professeur Sikoulissi, moi, Céline, une des oratrices, nous résume les grandes lignes. La question, ce que nous pouvons retenir de cette grande journée peut se résumer en même des avancées de la gratuité des accouchements, alors les avancées de la CSU. On n'en parle pas assez parce que souvent on a tendance à voir ce qui ne marche pas. Et il valait quand même la peine qu'aujourd'hui on puisse parler de ce qu'on a déjà réalisé. Accoucher dans les conditions requises et acceptables n'est pas un privilège, mais un droit au regard de l'article 47 de la Constitution. Les structures médicales et centres de santé de l'ONATRA sont en train d'être réhabilités. Les membres du conseil d'administration se sont rendus sur les lieux pour évaluer les travaux. Pierre Mbouyo Saïdi pour le reportage. Administrer des soins de santé de qualité aux agents et cadres de l'Office national des transports ainsi qu'à leur progéniture, par le biais du processus de la réhabilitation et de la modernisation de toutes les structures et infrastructures médicales en les dotant de matériel sanitaire PEMPA neuf de haute qualité, garde de l'application sans faille de la bonne gouvernance financière et administrative au sein de l'ONATRA, telle était l'une des orientations phares et régaliennes de l'équipe dirigeante de cette entreprise du portefeuille de l'État. Une volonté républicaine qui s'est concrétisée par une visite d'inspection des membres du conseil d'administration dans les dites structures médicales. C'est dans le cadre de la relance des activités de l'ONATRA, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous sommes en train de visiter les centres d'activité de l'ONATRA. Du centre médical de Kabina passant par l'hôpital de Kaouka jusqu'à la maternité située derrière la paroisse catholique Sainte-Marie-Goretti, toujours à Kaouka, ces hauts cadres de l'ONATRA se sont imprégnés des réalités socio-sanitaires qui s'y vivent au quotidien dans ces centres médicaux. Il est vrai que la santé de nos agents doit être la préoccupation majeure de l'équipe dirigeante de l'ONATRA, parce que des agents en mauvaise santé, ça impacte la productivité et donc il faut faire en sorte que les agents soient en bonne santé. À travers cette itinérance dans ces structures médicales réhabilitées et modernisées, la direction générale de l'ONATRA s'en vante en guerre contre toutes les formes de maladies et lance une lutte effrénée contre toutes les pathologies dans les chefs de leurs agents et cadres. Les entrepreneurs sud-coréens qui vont moderniser la voie ferrée Kisangani-Ubundu et Ubundu-Kalemi ont fini les études de faisabilité. Le rapport a été remis au gouverneur de la Chopo. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kisangani. C'est pour la troisième fois que le gouverneur de province, Paulé Lendongoli Alebabonga, reçoit en audience cette délégation des investisseurs sud-coréens qui conduit l'administrateur directeur associé de Masco Énergie et Construction. Georges Chulungu Oyema, c'est son nom, précise même que tous les papiers sont déjà disponibles pour le début des travaux. Nous sommes revenus, c'est la troisième fois que nous sommes revenus, sur le projet de la réhabilitation et la construction de chemin de fer entre Kisangani et Ubundu pour la première phase, bien évidemment Kindu Kalemi pour la seconde. Et nous sommes venus cette fois-là avec le rapport détaillé des études de faisabilité qui ont été faites en Corée à la demande du gouvernement congolais. En plus de ça, nous sommes venus remettre en main propre à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de la Chopo, la copie du protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais ainsi que Masco Énergie et Construction. La particularité de ce chemin de fer à construire, c'est qu'il va répondre aux standards modernes. Nous venons avec les rails à écartement standard, les trains électriques. C'est ainsi que nous allons incorporer aussi en même temps l'intégralité de la production de l'énergie électrique. Paulé Lendongoli Alibabonga enfin dit attendre le début effectif des travaux de ces projets qui va à terme désenclaver la province de la Chopo.
Autour du thème femmes et jeunes entrepreneurs en agribusiness et technologie dans un contexte minier, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a procédé au lancement de l'édition Grand Salon de l'agriculture business. Cédric Kenina. Grand Salon de l'agribusiness et du digital dans le Lualaba. Cette activité avait comme objectif non seulement évoquer les questions liées au sous-sol de cette partie du pays, mais aussi promouvoir dans une large mesure la valeur agricole de la République démocratique du Congo et ses 80 millions d'hectares de terres arables. Présent à cette activité, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, Moulumba Kachi Serge, du haut de la tribune, a eu à rappeler et insister sur l'importance qu'accorde le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au concept clé lié à l'agriculture, la revanche du sol sur le sous-sol. En général, nous sommes là pour accompagner ces entrepreneurs pour une production locale, une transformation locale, mais aussi une consommation locale. Et nous, en tant que réserve stratégique, nous nous positionnons comme un racheteur de toute la production des paysans en milieu rural, afin de leur permettre de pouvoir augmenter leur production. L'Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous a donné clairement un mandat de pouvoir rendre notre pays, la République démocratique du Congo, une nation résiliente. Ça veut dire que nous devons être capables, en tant que pays, de produire suffisamment. Au menu de ces grands rendez-vous agricoles dans la province du Lualaba, expositions, visites des fermes, conférences et panels sont prévus pour un fructueux échange entre acteurs. Les membres de la direction de la Caisse nationale de sécurité et sociale des agents publics de l'État ont pris part à la session ordinaire de l'Assemblée générale 2025 du Conseil supérieur de la magistrature. D'autres détails avec Nadine Foutouka. La salle Marcel Liao de la Cour de cassation a servi de cadre à la session ordinaire de l'Assemblée générale 2025 du Conseil supérieur de la magistrature sous la conduite de son président Dieudonné Kamouleta. Invité spécial à ce travaux, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Junior Matamelanga, a saisi cet instant pour rassurer l'assistance, l'irréversibilité de la réforme sociale initiée et promulguée par le magistrat suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, cette réforme a posé les jalons historiques de la construction d'un État social et protecteur. Aussi a-t-il rappelé que la CENSAP s'appuie sur les organes statutaires, opérationnels et le système de contrôle interne, dès lors que son institution a adhéré aux normes internationales et certifié ISO 9001 en matière de gestion publique et des performances qui témoignent de sa bonne gouvernance. Cette législation ainsi mise en œuvre sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 relative au régime spécial de la sécurité sociale des agents publics de l'État. La CENSAP tient sur l'organisation technique de la profession et la bonne gouvernance des prestations sociales dédiées aux magistrats relatives aux pensions, risques professionnels et aux actions sociales ainsi que sanitaires. Et puis, ce communiqué, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement de prestations sociales du premier trimestre 2025 débute ce mardi 15 avril 2025 sur toute l'étendue de la RDC. À cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La Direction générale demande aux responsables des centres de gestion de la CNSS de veiller au bon déroulement de la dite opération.
Problématique de la mise en œuvre de la résolution 2773 des Nations Unies et son approbation par la société civile, c'est le thème exploité au cours de la quinzaine citoyenne organisée par le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC. Émilie Kaindo. Face à cette dégradation dramatique de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2773. C'est dans ce contexte que la société civile congolaise, réunie au sein du comité de crise pour la paix et la sécurité, en partenariat avec la MONUSCO, a organisé la quinzaine citoyenne avec comme objectif identifier, analyser et vulgariser les contenus de la résolution 2773 en vue de comprendre les enjeux et proposer un cadre d'appropriation citoyenne et son application. Pour la société civile, cette résolution ne peut produire d'effet si elle reste confinée dans le cercle diplomatique et gouvernemental. Nous devons nous mettre ensemble avec le gouvernement, avec la MONUSCO, pour mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation, pour qu'ensemble, nous puissions construire et rétablir la paix. Les intervenants ont tour à tour décortiqué la problématique de la mise en œuvre de la résolution 2773 au cours de cette quinzaine citoyenne qui s'inscrit comme un espace participatif, critique et constructif permettant aux acteurs de la société civile, du gouvernement et de la MONUSCO de clarifier des zones d'ombre de cette résolution et d'évaluer les implications réelles sur le terrain, et aussi de définir un plan d'action citoyen pour la mise en œuvre responsable et efficace, afin de renforcer l'engagement et la vigilance des acteurs non étatiques pour la consolidation de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Le combat du prophète Simon Kimbangu pour la libération de l'homme noir demeure universel. 104 ans de cette divinité à travers le monde, les Congolais sont fiers de la date du 6 avril reconnue officiellement par l'État et continuent à perpétrer la lutte. Rodé Panda. Le 6 avril 2021, c'est une date qui porte un nom, un ministère, une vision, un réveil et une renaissance pour l'Afrique et pour le monde. Le prophète Simon Kimbangu, le géniteur, a mené un combat et le 6 avril symbolise donc la victoire pour la dignité et la libération de l'homme noir. Depuis le 6 avril 2023, l'État congolais, par son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reconnu et consacré cette lutte pour la commémoration. Une date déclarée donc chômée et payée le 6 avril 2025. L'histoire et le réveil de la conscience africaine se perpétuent. Le docteur Innocent Congo Mabilama, présent aux festivités de la célébration en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, salue la mémoire du libérateur, le peuple africain, ainsi que l'universalité de la religion kimbanguiste. Cette lutte de Kimbangu, similaire à la menace que subit aujourd'hui la RDC face à l'agression rwandaise, l'unité reste la seule arme efficace pour vaincre l'ennemi. Le combat qui a commencé depuis 1921, aujourd'hui, ça a eu sens quand même. Kimbangu n'était pas seulement du Congo, c'est un esprit qui était universel. Et voilà pourquoi nous disons toujours que le kimbanguisme, c'est une religion universelle. Aujourd'hui, nous incarnons cette lutte de sa divinité qu'il nous a léguée et qui nous a demandé de nous mettre debout tous face à l'agression du pays et face à la misère du pays. Nous devons tous nous unir. Nous remercions tous les chefs de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dédié cette journée sur l'ensemble du territoire. Et à cause de ça, la miséricorde de Dieu sera sur lui. Tout ce peuple sera derrière lui pour qu'il puisse gagner ce combat. Les relations entre la République du Sénégal et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu ce samedi à la Cité de l'Union africaine l'émissaire du président du Sénégal, porteur d'un message de fraternité et de coopération entre Dakar et Kinshasa. Reportage Rachel Foutou. Monsieur Abdourahmane Sarr est le ministre sénégalais de l'économie, du plan et des coopérations. Venu directement de Dakar au Sénégal, le ministre du gouvernement Sonko est porteur des messages du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Les contenus de ces messages épistolaires n'a pas été révélé. Toutefois, l'émissaire du président Bassirou Diomaye Faye s'est montré très optimiste sur la redynamisation de la coopération entre Dakar et Kinshasa. J'étais venu à Kinshasa comme envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégalais. D'abord pour exprimer au président des sentiments d'amitié et aussi lui transmettre ses salutations fraternelles. Et lui exprimer la satisfaction du président de la République sur la qualité des relations entre nos deux pays, qui sont excellentes. Nous sommes tous d'accord sur le fait que il ne peut pas y avoir de développement sans stabilité. Il ne peut pas y avoir de développement sans stabilité. Et sur les solutions donc il faut pour la stabilité de la sous-région, donc le président Bassirou Diomaye Faye et le président Tshisekedi ont une totale convergence de vue sur les approches pour arriver à une stabilité sous-régionale de Sénégal et à plus de maritime pour nous. Président Bassirou Diomaye Faye et le président Tshisekedi ont exactement la même vision. Il n'y a pas de solutions qui apporteraient une paix. La question de la candidature de la République du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement BAD a aussi été évoquée au cours des échanges. J'étais également accompagné de M. Roth, qui est le candidat du Sénégal pour la présidence de la Banque africaine de développement. Nous avons parlé de cette banque, de la vision de notre candidat qui est également de la vision du président lui-même sur ces questions de financement, du développement de façon générale. C'est la première fois qu'un officiel sénégalais des hauts rangs est arrivé à Kinshasa depuis l'avènement du président Bassirou. Cela augure une coopération bilatérale renforcée entre ces deux pays francophones. La banque Ecobank a désormais une agence à Lupène dans la commune de Ngaliema. Son inauguration a eu lieu dernièrement à Kinshasa. Inscrite dans la logique d'inclusion financière, Ecobank continue à se déployer sur la capitale Kinshasa. Le week-end dernier, 2 nouvelles agences ont été ouvertes. La première en Ngaliema, au cours d'une cérémonie qui a connu la participation du bourgmestre de la commune, Joël Kabouya, directeur général adjoint d'Ecobank, s'est étendu sur la politique d'expansion de la banque et sa stratégie de développement visant à rapprocher la banque de ses clients. Plus globalement, c'est le lancement d'une série d'ouvertures qu'on va faire sur l'exercice 2025 et sur les années qui suivent. Parce qu'on est sur une stratégie d'augmentation de la taille de notre réseau en République démocratique du Congo. On a prévu une bonne dizaine sur les 2 années qui suivent. Et donc UPEN pour nous c'était important. Pourquoi? Parce que ça nous permet premièrement de servir encore davantage les plus de 200 000 clients qu'on a aujourd'hui. Mais également c'était important pour nous de nous positionner sur certains centres d'affaires, centres d'activité où nous ne sommes pas encore présents aujourd'hui. Pas très loin de là où nous sommes, il y a un marché et on a beaucoup d'autres autour. Il y a des universités, il y a des écoles. Et donc l'objectif pour nous était de pouvoir nous rapprocher de ces activités-là, de manière à pouvoir leur proposer nos produits et services. À la deuxième agence à Kassavubu, Brice Kabeya, représentant le directeur général d'Ecobank, a salué la confiance des clients à sa banque et a rappelé les services modernes mis à disposition et adaptés aux besoins des clients. Avec ces implantations, Ecobank RDC affiche clairement ses ambitions de grandeur et réaffirme son engagement en faveur de la croissance économique en République démocratique du Congo. Et pour terminer, sachez que les élus provinciaux du Maniema viennent d'adopter le rapport de la commission spéciale chargée d'enquête sur les attributions des divisions des titres immobiliers. Reportage.
C'est au cours de la plénière de ce vendredi 11 avril 2025 présidée par Théophile Dr Bouledi, vice-président et président ad intérim de l'Assemblée provinciale du Maniema, après la présentation de ce rapport par la commission instituée sur cette fin, que le dit rapport a été adopté à l'unanimité. Selon ce rapport, plusieurs irrégularités sur la procédure d'attribution et de désaffectation des maisons de l'État et cimetières ont été constatées. Kangakolo Kae Stanislas, président de la dite commission. Nous, comme la première institution de la province, nous sommes là pour éradiquer le service qui ne travaille pas conformément aux dispositions légales. Nous avons trouvé des spoliations des maisons par les particuliers et nous avons trouvé aussi de terrains, des lotissements qui ne respectent même pas les règles légales. Alors, nous avons pris notre rapport de la commission, nous l'avons présenté aujourd'hui pour sanctionner tout celui qui est impliqué aux spoliations des maisons de l'État, des lotissements anarchiques, des constructions anarchiques, que le gouverneur de province puisse sanctionner tous les services, ou tous les membres ou les chefs de division de services qui sont impliqués dans cette affaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Serge Merlin-Mata. Très bonne suite de programme sur la RTNC.